Et ben c'est parti. Eh ben c'est parti. Donc, bonjour à ceux qui sont présents. Bienvenue dans une de nos salles, au cabinet des ressources et des hommes. Pour tous ceux qui nous connaissent, merci de nous connaître. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, des ressources et des hommes, très rapidement, on est un organisme de formation, un cabinet de conseil. On est basé à Reims et on existe depuis 1999. Pour faire court, notre spécificité, c'est d'intervenir sur les dimensions humaines de l'entreprise, d'accompagner les organisations dans leurs évolutions, dans leurs transformations et parfois dans leurs difficultés. Aujourd'hui au cabinet, on est cinq. Vous avez trois personnes ici qui sont actives. Eva qui s'occupe de tout l'aspect administratif et de la régie. Et vous avez devant vous qui vous parle Laurent. Donc je suis Laurent Nouzille. Je suis formateur, coach et consultant au cabinet. Et à côté de moi, Mélanie Faye qui va se présenter toute seule. Ouais, comme une grande, je suis aussi formatrice, coach et consultante au sein du cabinet et on a des petites particularités dans nos profils les uns les autres et Laurent et moi, on est acteurs à la base avant d'être formateur, coach et consultant. Une petite précision pour vous dire que le webinaire est enregistré. Vous pourrez donc inviter vos amis à le regarder. On va essayer de le rendre disponible très rapidement. Ouais. Et pour vous dire aussi que vous pouvez interagir avec nous par le biais du chat et qu'on se réservera un petit temps d'échange À la fin. à la fin du webinaire. Ouais. Et que juste avant de se connecter, on s'est fait une petite frayeur parce que notre écran, il s'est un peu bloqué. Donc, si on a un problème de connexion, on changera de salle. Voilà. Ça à la bonne franquette. Eh ben, c'est parti. Voilà. Pourquoi ça marche pas, Eva? Donc c'est là. Ok. Voilà. Le webinaire, c'est une forme de réunion, le webinaire, en fait. Donc, c'est pas étonnant Ok. que ça déborde. Alors, notre proposition Ouais. pour ce webinaire. On va commencer par vous dire ce que ce ne sera pas. Ce ne sera pas une formation, c'est beaucoup trop court. Donc on vous proposera pas une boîte à outils complète, exhaustive. Et puis euh, on a quand même parfaitement conscience que à la Fnac ou dans toutes les bonnes librairies près de chez vous ou chez nous, il y a des maîtres linéaires sur le sujet avec des pratiques pour animer, pour faire participer, pour faire circuler la parole. C'est pas ça qu'on va faire pendant ce temps de webinaire. En revanche, ce qu'on voudrait, bah, c'est un peu notre marque de fabrique, c'est-à-dire c'est faire un petit pas de côté par rapport au sujet, changer un peu, enfin affiner en tout cas le regard qu'on pose sur la question des réunions pour affiner ce qui cloche. Donc pas s'éterniser sur comment faire, mais finalement plutôt Hmm. pourquoi le faire. Ouais, prendre la question à l'étage un peu du dessus, quoi. Voilà. En se disant que plus le diagnostic il est précis et plus les pistes d'amélioration risquent de nous apparaître. Alors, un petit constat de départ sur les réunions qui peuvent paraître inutiles ou voilà, on entend beaucoup ce constat-là de la réunionnite aiguë. Avant de vous parler de comment on sabote collectivement nos réunions, un petit quiz qui va vous être lancé assez rapide pour voir comment vous vous y prenez enfin, pardon, comment vous envisagez les réunions et comment vous les prenez quand elles arrivent. Est-ce que vous en avez marre? Est-ce que il y en a trop? Est-ce qu'elles sont satisfaisantes ou pas? Donc, trois questions et vous pouvez mettre plusieurs réponses. Or, hein, quand vous voyez apparaître une invitation à une réunion dans votre agenda, votre réaction est plutôt Chouette à 38%, pourquoi pourquoi pas pas? à 75%, Encore. encore à 50% et au secours D'accord. à 13%. Ok, Ok, bon, c'est pas top top. pourquoi pas. Dans une bonne réunion, ce qui vous fait dire cette réunion était utile, apprendre, c'est parce que j'ai appris quelque chose, c'est parce qu'on a senti qu'on avançait. À Ok, 88%. ok.
Et il y avait que deux questions? Non. Il y en a une troisième. Ah, ok. Ah, non, ok. Pouvoir J'ai pas- contribuer 88%, Ouais. comprendre les autres 38%, Hmm. prendre une décision utile 100%. Ok. Ouais, Et la troisième, si les réunions étaient supprimées demain dans votre organisation, qu'est-ce qui vous manquerait le plus? malgré tout. Malgré tout, partager des idées en premier, sentir que l'on fait partie d'une équipe, comprendre ce qui se passe, résoudre rapidement les problèmes et voir les collègues. Ah, ça fait pas beaucoup voir les collègues. Donc, ok. Très bien. Bon, bah voilà, ça fait une petite introduction en la matière. Alors, sur l'histoire du sabotage, comment on s'y prend bien pour saboter collectivement nos réunions, on avait envie de commencer par vous lire un petit extrait de, je ne sais pas si vous connaissez ce manuel qui s'appelle le manuel du sabotage. En fait, c'est un truc qui est sorti en 1900, je crois, 41 ou 42 par les services secrets américains. OSS, alors c'est pas 117, mais c'est vraiment OSS, et c'était un petit manuel à destination de la société civile pour essayer de saboter les entreprises qui étaient dirigées par l'ennemi, avec des petits conseils très utiles pour bien pourrir la productivité de l'intérieur. Et il y a un truc qui est assez chouette sur les conseils qu'ils donnent pour saboter les réunions. Voilà, ils ont Et des bonnes, mauvaises ouais, idées à donner pour on commence par que ce soit le plus le bazar possible et toute ressemblance avec les situations que vous pourriez vivre serait évidemment purement fortuite. 1. Faire passer toute décision par des processus. Veiller à ce que chaque décision suive l'ensemble des circuits de validation et de gouvernance prévus. Éviter les arbitrages rapides ou informels. 2. Prenez souvent la parole en réunion. Intervenez fréquemment et développez vos points de vue à l'aide d'exemples, de retours d'expérience et d'éléments de contexte. 3. Renvoyez les sujets en comité. Proposez systématiquement qu'une analyse complémentaire soit réalisée par un groupe de travail ou une instance dédiée avant toute décision. 4. Élargir le nombre de participants au maximum. Associer le plus grand nombre possible de parties prenantes aux réunions et aux discussions. 5. Soulevez des sujets périphériques. Introduisez régulièrement des questions connexes, des cas particuliers ou des points annexes méritant, selon vous, une attention spécifique. 6. Focalisez le débat sur les documents. Accordez une attention particulière à la rédaction de comptes rendus, de présentations, de procès-verbaux et de supports de communication. 7. Revenir sur les décisions prises. Profitez des réunions pour réexaminer des décisions antérieures et vérifier qu'elles restent adaptées à la situation. 8. Appelez à la prudence. Rappelez régulièrement la nécessité d'approfondir l'analyse, de limiter les risques et d'éviter de décisions précipitées. 9. Questionnez la légitimité des décisions. Vérifiez que chaque décision relève bien du bon niveau d'autorité et respecte les règles de gouvernance en vigueur. 10. Multipliez les temps de concertation. Privilégiez les réunions de cadrage, d'alignement, de suivi, de validation avant toute mise en œuvre. 11. Renforcer les validations et le reporting. Exiger des validations complémentaires, des comptes rendus détaillés et une documentation complète des décisions. Et 12, pour finir, complexifier les flux d'informations. Faites circuler l'information exclusivement par les canaux prévus et privilégiez l'attente des validations ou arbitrages nécessaires avant diffusion de l'information. ok, Voilà. top, merci. Voilà, un petit extrait du manuel de sabotage. Pour nous mettre en bouche. Alors, au programme de notre webinaire, en fait, on voudrait vous apporter deux approches pour explorer ce qui cloche de manière un petit peu plus moins sarcastique et un peu plus sérieuse, on va dire. Ces deux approches, on a appelé ce webinaire l'autopsie du rituel de la réunion. En fait, c'est comme ces deux approches, c'est comme deux scalpels pour aller explorer ce qui marche et ce qui marche pas. Faire une hypothèse sur ce qui fait que ça marche pas et ce qui cloche. On aurait pu en choisir d'autres et on tomberait sur d'autres constats, mais voilà, c'est les deux qui nous semblaient pertinents. Et puis aussi deux approches pour introduire peut-être un peu du remède. La première approche pour peut-être autopsier ce rituel collectif, c'est une approche qui nous vient de la sociologie, en fait, et notamment de l'anthropologie.
avec les travaux d'un sociologue et anthropologue qui s'appelle Émile Durkheim, qui travaillait sur la fin du 19e et le début du 20e, et qui a observé les groupes humains et notamment fait de l'anthropologie du travail. Et l'anthropologie, voilà ce qu'elle raconte de l'entreprise, c'est que l'entreprise, c'est pas seulement une structure économique, c'est aussi un groupe humain. Ça fonctionne comme tous les clans, comme toutes les tribus, au même titre que les groupes humains ancestraux. Avec ses rites, ses croyances, ses fonctionnements qui reposent sur tout un tas de hiérarchies, de langages, de mythes. Et on va aller regarder ça plus rapidement et puis faire le lien avec l'entreprise. L'anthropologie, quand elle étudie des groupes, des clans, des tribus, elle va se concentrer et observer ces choses-là. 6. Elle va aller regarder les comportements, les symboles, les non-dits, les tabous, les rituels, les émotions collectives, mais aussi les mythes, les récits collectifs qui structurent le clan. Et en ça, on voit déjà que ça ressemble à ce qui structure une entreprise. L'entreprise, pour l'anthropologie du travail, c'est une tribu comme les autres, c'est-à-dire qu'elle a des process, des réunions, des plannings, des non-dits, elle aussi, des logos, des symboles, des organigrammes, des rapports au pouvoir, des organigrammes qui sont visibles et invisibles, hein. Il y a l'organigramme officiel et l'organigramme officieux. Ben, l'entreprise, en ça, c'est vraiment un parallèle avec la tribu d'après les anthropologues. Hop, les organigrammes, les indicateurs. Et les anthropologues du travail, ils posent un constat sur quand ils étudient et qui racontent des choses autour de l'anthropologie du travail, c'est que les humains, de la même façon que dans un clan, le but du clan et de la tribu, c'est pas uniquement fait pour produire, c'est fait aussi pour appartenir. Cet ensemble de fonctionnement, il structure le collectif. Ben, une entreprise, les humains, ils travaillent pas uniquement pour produire, mais aussi pour appartenir à un collectif. La réunion dans tout ça, toi, c'était censé être toi qui Voilà. me relançais, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi les humains ont-ils besoin de se réunir? Pourquoi se réunissent-ils donc? Bah, depuis toujours, dans toutes les cultures, en fait, les humains, ils se regroupent, ils se réunissent. C'est le ciment du socle social et c'est ce qui maintient le clan. En fait, depuis la nuit des temps, depuis les premières communautés, on se rassemble. On se rassemble pour décider, on se rassemble pour transmettre, on se rassemble pour faire la justice, on se rassemble pour résoudre les conflits, on se rassemble pour célébrer, on se rassemble pour accueillir et pour exclure les membres du groupe, on se rassemble pour répartir les rôles et surtout aussi pour raconter le groupe à lui-même et transmettre les récits. Bien sûr, dans la nuit des temps, ça prenait des formes diverses, le cercle autour du feu, l'assemblée du village, sous l'arbre, au pied du menhir, dans la casa palabre, mais c'est le conseil des anciens, c'est le banquet d'Astérix, c'est la cérémonie religieuse, c'est les fêtes traditionnelles. Tout ça, en fait, répond au même besoin fondamental du collectif qui est maintenir la cohésion du groupe. Et en ça, bah, nos réunions de travail, c'est les héritières modernes de ces formes anciennes de regroupement. Dans les tribus en Nouvelle-Calédonie, on a ce qu'on appelle la coutume. C'est un Mm. moment où effectivement on se réunit, on discute des sujets Mm. Ah de la oui. tribu, Ouais. encore aujourd'hui. La réunion moderne, bon, de manière un peu sarcastique, hein, c'est l'héritière de cette histoire, sauf que le feu, bon, bah, c'est un vidéoprojecteur, le tambour, c'est une notification, et on peut considérer que le chaman, ben voilà, c'est le manager. Bon, blague. La réunion, c'est d'abord donc un rituel social et peut-être qu'une grande erreur des organisations modernes, en tout cas c'est l'approche et c'est la lecture qu'en fait l'anthropologie du travail, c'est que les entreprises peuvent penser la réunion comme principalement l'endroit pour transmettre de l'information alors qu'anthropologiquement, c'est totalement faux. La réunion, le regroupement, c'est pas juste la transmission d'informations, sinon une lecture, une vidéo préenregistrée suffirait largement. La réunion, elle remplit en réalité plusieurs fonctions qui sont totalement invisibles et qui sont pas juste dans la transmission d'informations.
Hop. Les 5 fonctions invisibles des regroupements, et donc parallèle avec les réunions, des rassemblements, des réunions. La première des fonctions invisibles, d'après l'anthropologie, c'est produire du collectif. Les rassemblements, elles créent une effervescence collective, et quand les individus se réunissent, ils réunissent pas que leur corps, ils réunissent aussi leurs émotions, leur cerveau. On sait maintenant, grâce aux neurosciences, que les cerveaux, ils se synchronisent, on fonctionne avec ils déclenchent des fréquences et des ondes qui font que les cerveaux se synchronisent en termes de fréquences et d'ondes. On réunit pas que nos corps, on réunit aussi nos attentions, nos priorités, nos perceptions du réel. En fait, la réunion, c'est un rassemblement qui sert à réaligner le commun. Et c'est comme une opération, ils appellent ça le recollage, c'est-à-dire qu'on recolle les pièces individuelles du pulse pour en faire un grand pulse collectif. Une autre fonction invisible des réunions, c'est donner de l'existence sociale. Ça confirme l'existence sociale des individus. Dans toutes les sociétés humaines, être vu et être entendu, c'est quelque chose qui est essentiel. Et l'invisibilité sociale dans les groupes humains, ça produit de la frustration, du désengagement, de l'agressivité et du retrait. La réunion, c'est donc aussi un espace de visibilité, à minima, et au mieux, c'est bien quand ce regroupement il produit de la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle arrive, la visibilité, elle arrive dès lors que quelqu'un prend la parole, est écouté, est cité, reçoit une forme d'attention. Et c'est un moyen implicite pour le groupe de confirmer à cet individu, tu existes parmi nous. Et ce petit levier-là, il est pas tellement, je trouve qu'il n'est pas à prendre à la légère parce que ça peut être enfin, important d'avoir toujours à l'esprit, de trouver le moyen que directement ou indirectement ou même symboliquement, chaque participant soit à minima sollicité, puisse se positionner, ou même donner son avis, ce qui envoie le message implicite de tu es parmi nous, tu fais partie du clan et de la tribu. C'est important. C'est important. Et c'est pour ça que les réunions où certains sont systématiquement interrompus, ignorés, mis de côté, où tout le monde n'a pas la parole, ben, symboliquement, ça devient des lieux de violence et de mise à l'écart et d'isolement et de rejet. La troisième fonction invisible des réunions, c'est réguler le pouvoir. Dans un groupe en anthropologie, pour comprendre comment fonctionne la structure du pouvoir, l'anthropologue il va observer des critères qui sont précis. Il va regarder qui parle en premier, il va regarder qui c'est qui coupe la parole, qui résume, qui conclut, qui ose contredire, qui reste silencieux, qui regarde le groupe et qui regarde manifestement la décision. Je trouve ça bluffant comment c'est des rôles qui se retrouvent dans la réunion, j'ai l'impression. Ah, c'est bon, ouais. Et la structure du pouvoir, elle apparaît en filigrane dans ses fonctionnements. Les normes apparaissent dans ses interactions. Euh, Parce qu'on sait très bien que le pouvoir réel, il n'est pas obligatoirement dans l'organigramme de la société. La quatrième fonction invisible des réunions, c'est maintenir les normes, les maintenir et ou les faire évoluer. Les rassemblements, ça sert à rappeler les règles qui sont implicites et les règles qui sont explicites. Et l'implicite, il est très puissant dans les collectifs. L'implicite, c'est ce qui est acceptable, mais qu'on ne dit pas que c'est acceptable. Du coup, on creuse ce qui n'est pas acceptable, mais on ne dit pas forcément que c'est pas acceptable. Ce qui est valorisé, ce qui est risqué, pardon, et ce qu'il vaut mieux taire. Et chaque groupe humain développe ses propres codes avec ce qui est permis, ce qui l'est pas, ce qui est autorisé, ce qui l'est pas, ce qui est de bon ton, ce qui est pas de bon ton, comment on s'autorise le droit au désaccord, le rapport au silence, la manière de critiquer, le niveau de spontanéité autorisé. Tout ça, ce sont des codes qui sont bien souvent implicites et c'est les réunions qui donnent ces codes-là. On dit souvent qu'une nouvelle recrue, elle comprend la culture réel dans l'entreprise après avoir assisté à 3 réunions, pas après le livret d'accueil et Accueil. d'intégration. Et la cinquième fonction invisible des réunions, et celle-là, elle est quand même assez puissante, c'est réduire l'incertitude. Anthropologiquement, les groupes humains, ils supportent mal et le flou, et surtout quand il est prolongé, et l'incertitude. Et les réunions, les rassemblements, ils ont aussi une forte fonction psychique, c'est-à-dire qu'elles vont contenir l'incertitude, le doute et le vide.
ou contenir la joie, en fait. C'est la puissance émotionnelle du groupe. On voit bien les réflexes des groupes, des foules, des sociétés, des collectifs, quelle que soit la taille, les rassemblements spontanés qui se font quand un collectif est choqué. On voit en ce moment avec ce qui peut se passer dans le champ social, ou quand le collectif est heureux. Voilà, la liesse, c'est aussi un rassemblement pour faire sens tous ensemble et contenir ou partager une émotion forte. Et même imparfaites, ces réunions, ces regroupements, ils permettent de remettre du cadre, de clarifier le chaos, en fait, le doute, d'entendre une direction, de sentir des appuis ou des forces solides dans une décision ou dans un collectif. C'est pour ça que pendant les périodes de transformation ou de crise, bah, les rites de sécurisation collective, le groupe cherche du repère avec ces rassemblements-là. Donc, la petite hypothèse que propose la lecture anthropologique des réunions, c'est que l'échec de nos réunions, pourquoi ces réunions modernes échoueraient-elles? C'est en fait parce que beaucoup d'entreprises ont tenté de rendre les réunions purement utilitaires, informatives et opérationnelles pour aller vite, pour optimiser, pour accélérer, pour rentabiliser, pour faire court, en supprimant les temps informels, les rituels, les moments de respiration, les échanges humains, et qu'en fait, c'est contre nature avec l'acte même de se réunir. On a réduit à l'os le rôle de la réunion, en retirant précisément ce qui fait la fonction anthropologique de la réunion, qui permet son utilité et son efficacité par la suite, qui est maintenir le lien. Parce que le besoin humain de maintenir le lien des interactions, de l'échange d'informations informelles, il n'a pas disparu. Mais s'il n'est pas servi par la réunion, il va revenir autrement dans l'entreprise, en conversation de couloir, en messagerie parallèle, en conflit, en résistance passive. On voit plein de formes de cette manière de, de, de mettre quand même, même en dehors des structures officielles de la réunion. Et donc, Oui. maintenant, on va passer à une autre dimension qui nous a paru intéressante, qui nous Mm. vient d'un monsieur qui s'appelle Olivier Hamon et qui fait la distinction entre la performance et la Oui, robustesse. alors je vois le temps qui passe, je vais faire rapide. Olivier Amand, je ne sais pas si ça cause à tout le monde, c'est un biologiste, biophysicien français qui est chercheur à l'INRAE, qui s'occupe du vivant. Et en fait, il fait un parallèle dans ses travaux entre le vivant des plantes et le vivant des humains. Et ça l'a conduit à développer une réflexion originale. Tous ses travaux distinguent la performance de la robustesse en disant que dans la nature, naturellement, elle cherche la robustesse et pas la performance, et que c'est comme ça qu'elle perdure et c'est comme ça qu'elle est finalement le plus efficace. Euh, alors que les entreprises et les groupes humains sont concentrés sur la performance, mais en fait, en cherchant la performance, s'éloignent de quelque chose qui est de l'ordre de la robustesse. Donc, tous ces travaux, grâce à ces travaux, en fait, il accompagne les entreprises et les organisations humaines hein, pour développer leur robustesse, mais, alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais en s'éloignant de la notion de performance. Tout organisme vivant cherche sa capacité à durer. Et la capacité à durer, elle n'est pas dans la performance à long terme. L'image qu'il pose, c'est le corps humain, quand il est le plus performant, c'est à 40 degrés, c'est-à-dire malade et sous la fièvre. Mais c'est pas là qu'il est robuste. Et cette performance, elle ne peut pas durer éternellement. Et dans la recherche de performance, en fait, euh, va du coup, retirer tout ce qui amène la robustesse, c'est-à-dire les détours, les discussions, les désaccords, les temps informels, les recherches qui n'aboutissent pas. On va aller vite sur les objectifs, là où en fait ce qui permet de s'installer et d'être robuste et solide, bah, c'est précisément l'inverse, c'est les temps longs, la diversité des profils. Euh, voilà, la robustesse adore ce que la performance déteste. La robustesse, elle va chercher le temps long, la diversité, les compétences qui sont multiples, les espaces de dialogue, les désaccords, les hésitations. Il dit que un arbre, pour pousser, il fait des bourgeons qui servent à rien. En fait, des fois, il fait des pousses qui ne poussent pas, mais c'est aussi parce qu'il fait ça qu'il peut développer des axes qui sont plus solides chez lui.
La phrase un peu pour résumer sa pensée, c'est qu'une entreprise robuste n'est pas celle qui gagne la course aujourd'hui, c'est celle qui est capable d'avancer demain lorsque le terrain a changé. Et finalement, la grande question, c'est pas comment être plus performant dans nos entreprises, mais comment rester viable quand tout change. Même si le but n'était pas de vous donner des clés ou euh, des Oui, c'est pas un réunions, manuel d'animation. on vous propose quand même quelques approches pour faire un peu du nouveau, Ouais, pour faire différent. ouais. Si vous constatez que ce qui est en place n'est pas suffisant, On va poser deux questions dans le chat, ce coup-ci, l'une après l'autre, et vous pouvez répondre spontanément si vous voulez. Là, c'est plutôt pour voir ce qui se passe chez vous et s'inspirer des réunions qui ont plutôt été chouettes pour vous. Pensez à la meilleure réunion à laquelle vous avez participé dans votre vie professionnelle. Que s'y passait-il? Et selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une réunion devient réellement vivante? Ouais, quand tous les acteurs participent. Ouais, même réponse. Voilà. Écoutez, confiance. Prise de parole libre. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis repartie des idées, des projets à mettre en place. Humaine, oui, mais surtout humaine aussi, avec de la spontanéité, de la fraîcheur. Ouais, oui. Une inclusion, de la place pour la parole, des désaccords et points de vue différents, une production collective qui met en évidence la diversité des avis sans consensus. Ouais, ouais. Pas de jugement, pas de préjugés. Ok, super. Oui, continuez, ça va dans le sens de ce que qu'on vient de dire avant. J'avance un peu sur le déroulé pour tenir dans les temps. Une première piste qui est en lien avec la place du mouvement dans la créativité, dans la prise de décision, dans l'innovation. Je suis tombée sur une étude de l'université de Stanford en Californie. En fait, ils ont posé à 176 personnes, des adultes, des étudiants et des gens, des professionnels, cette question, quoi faire avec un pneu? Alors, ça paraît un peu, voilà, comme ça. Ils les ont réunis en plusieurs groupes et à certains groupes, ils ont demandé de rester assis derrière la table sans avoir le droit de bouger et avec un pneu, trouver le maximum d'usages possible. Ils ont retenu les usages tels qu'ils étaient, à partir du moment où ils étaient inattendus et faisables, en fait. Ça constituait une idée. Et à certains groupes, ils ont proposé de pouvoir bouger dans la salle, c'est-à-dire pas être rester assis. Et bouger, c'est pas forcément marcher s'agiter. et s'agiter, c'est changer d'axe de visibilité, pouvoir aller s'asseoir à côté du collègue, revenir, écrire, être au fond. Voilà, c'est juste que le corps se met en marche. Et en fait, euh, donc le mouvement, voilà, c'est pas forcément un énorme mouvement, c'est juste l'absence On n'est pas statique, on n'est quoi. pas statique, voilà, merci. Et les groupes qui avaient accès au mouvement, ils ont trouvé 60% de réponses en plus. Donc, on voit quand même bien le lien avec l'utilité dans le processus cognitif de création, c'est-à-dire la pensée divergente, quand je dois créer du nouveau, euh, euh, la place du mouvement dedans, ce qui est pas évident, enfin, ça paraît évident parce que depuis la nuit des temps, les humains, ils ont façonné leur savoir-faire en marchant, en manipulant, en observant, en se déplaçant, en interagissant, donc ça paraît pas dingue en fait de penser comme ça, mais quand on se remet en image les réunions où on est tous ou assis derrière son ordi ou tous assis dans une salle et qu'on bouge jamais, sauf l'animateur, lui, il bouge. Donc évidemment que sa pensée à lui, elle est un peu plus productive et qu'il doit s'agacer que les autres s'ils réagissent pas aussi vite, parce que c'est le seul qui est en mouvement. Donc première piste, voilà, de réflexion. Et une deuxième que je vais développer un peu plus, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle le forum ouvert et qui est inspirant pour, je trouve, mettre quelque chose de différent dans les réunions. Je ne sais pas si vous connaissez le forum ouvert. Le forum ouvert, c'est une découverte d'un consultant dans les années 80 qui s'appelle Harrison Owen, qui organisait des séminaires. Et un jour, il a pris une grosse gamelle, Harrison, parce qu'il a organisé un super séminaire avec
plein de participants. Et à la fin, quand il a recueilli la satisfaction des gens, les gens lui ont dit, ouais, c'était super Harrison, ton séminaire. Bah, surtout les pauses café, quoi. Alors là, c'était, bon, voilà, un peu pas top à entendre, mais en fait, il a su entendre ce qu'il y avait derrière. L'idée, c'est que les moments les plus utiles pour les gens, ça a surtout été les pauses café, et pas pour l'aspect juste détente et fun de voir les collègues. C'est ça qu'ils ont préféré aux conférences, aux tables rondes, parce que c'était les espaces les moins contrôlés et les moins formels dans lesquels les conversations les plus vivantes et les plus fécondes et les plus sincères ont pu se produire entre les gens. Et donc lui, il a eu un déclic, il s'est dit, mais en fait, il faut que je reproduise ces espaces. Je vais faire l'inverse. Je vais produire un espace de travail qui ressemblera au café, en fait. Je vais extraire des pauses, la modalité, et je vais la réintroduire dans le temps du séminaire. Donc derrière, il y a une petite intuition qui est un peu radicale, hein, c'est que les humains s'organisent mieux lorsque les sujets comptent vraiment pour eux, qu'ils les choisissent, que les échanges, qu'il y a une circulation et de la coopération entre les gens, et, et que le lien entre les gens prédomine et que le contrôle diminue. La méthode de forum ouvert, elle est en apparence très simple. Ça peut permettre à des grands collectifs de travailler ensemble, de faire émerger des objectifs, des intentions, voilà, plutôt qu'un team building ou quelque chose d'un peu créatif. Une journée sur le forum ouvert, c'est vachement productif. La méthode, elle est simple, il y a un thème central, des participants qui proposent eux-mêmes les sujets à partir de leurs problématiques terrain. À partir de ça, il y a des ateliers qui sont auto-organisés avec des petits groupes de travail. Il y a une liberté de circulation entre les groupes et très peu de contrôle central. Ça fait émerger les envies, les initiatives et les idées, mais il n'y a pas de contrôle à l'instant T. Et tous ces principes, en fait, dans la méthode, en fait, il y a deux grands principes emblématiques, pardon. Il y en a un qui s'appelle c'est la loi des deux pieds, c'est-à-dire si j'apprends rien, je peux Je partir, pourrais. je m'en vais. Et alors c'est presque le blasphème pour les réunions classiques, hein. Il faut y être et je peux pas y échapper. En forum ouvert, je peux assister au groupe de travail et à partir du moment où j'ai l'impression où je n'apprends plus rien, je me nourris plus, où je ne contribue plus, je suis un peu à sec, bah, je change de groupe de travail. Donc ça se fait debout. C'est pour ça la loi des deux pieds, ça bouge. Bah, il y a comme des chaises, mais le principe repose sur le mouvement. Et le deuxième grand principe, c'est que les présents sont les bonnes personnes. On ne cherche pas à réunir absolument tout, les gens, par thématique, ceux qui sont là, on fait avec ceux qui sont là, et c'est eux, les bonnes personnes. On fera avec l'existant. C'est aussi pour en finir avec l'obsession d'absolument réunir tout le monde, d'embarquer tout le collectif. C'est pas forcément comme ça qu'on introduit du mouvement. La méthode, elle fait plus confiance à l'énergie, à l'intérêt, à la contribution volontaire. On cesse de croire que la valeur, elle vient de la présence obligatoire en Paris plutôt qu'elle vient de l'engagement et de l'élan. Le lien qu'on peut faire entre le forum ouvert et les pièges des réunions qui sont très dérangeants pour nos organisations, c'est que, bah, en fait, paradoxalement, plus il y a de contrôle et moins il y a d'intelligence collective. Et l'intelligence collective, c'est pas un phénomène de contrôle, c'est un phénomène de circulation. Et la plupart des réunions classiques, elles reposent sur des croyances implicites. C'est que plus on réunit les gens à nombreux, il y a tout le monde, mieux on coordonne. Plus tout est cadré, plus ce sera efficace, plus l'information est centralisée, plus le collectif sera intelligent. Et que si tout le monde entend la même chose, alors tout le monde sera aligné. Mais en fait, derrière ces croyances, ces principes, il y a souvent une peur, c'est la peur de perdre le contrôle, la peur du silence et du trou. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas d'idée? Là, il y a la peur de l'initiative des gens. En fait, on attend l'autonomie, mais en même temps, on en a peur parce que qu'est-ce qui se passe si les gens se mettent à décider? Et puis la peur que les gens ne se parlent pas correctement, sans cadre, sans contrôle et sans surplomb. Donc on va dans les réunions multiplier les points, les validations, les synchronisations, les réunions d'alignement. On tente en fait de tout organiser, tout contrôler. Et plus on
à l'émergence de, de l'intelligence. Quelques expérimentations, ouais, j'en suis là, pardon. Euh, je crois que c'était là que je m'étais dit que... Non, c'était après que je sollicitais les gens. Alors, des petites idées à vous proposer. J'en ai 6 de mémoire. J'ai cherché des choses qui sont transposables en présentiel et qui sont transposables en visio. La première, des petites expérimentations à tenter, c'est l'ordre du jour évolutif. Alors l'idée, c'est pas de dire bon quel point est à ajouter, mais plutôt une question qui sera du type quelle est la conversation qui mérite absolument d'avoir lieu aujourd'hui? De quoi doit-on échanger aujourd'hui? Derrière ces formulations-là, il y a juste un petit changement de prisme, c'est que l'idée, c'est pas d'être productif, mais c'est plutôt d'aller viser la robustesse dont nous parle Olivier Hamon. Ça peut se transposer très simple. Chaque participant écrit un sujet sur un post-it, ou sur un tableau de visio, là. Il note le sujet qu'il estime important. C'est important de passer par l'écrit. J'y reviendrai à la fin, parce que ça oblige les gens à structurer leurs pensées et à pas partir un peu en arborescence. Une fois que c'est écrit, c'est écrit. Les sujets sont tous affichés et le groupe vote instantanément pour, par exemple, les 3 sujets qui sont les plus importants et qui viennent s'ajouter ou compléter l'ordre du jour réel. Cette pratique, elle permet de reconnecter la réunion aux préoccupations réelles du terrain et du moment. On ne renonce pas à la préparation, juste on lui ajoute de la porosité, on lui ajoute du vivant, on lui ajoute de l'émergent. Donc ça aussi, c'est très faisable en visio. Deuxième proposition d'expérimentation, le carton rouge. Alors le nom, il est peut-être pas très bien choisi, vous pouvez en choisir un autre. Celle-là, elle est un peu inspirée de la loi des 2 pieds du forum ouvert, c'est-à-dire que chaque participant reçoit un droit d'interpellation pour dire non pas c'est nul, faut clarifier la méthode au départ, hein, l'idée, c'est pas de mettre un carton rouge pour dire c'est nul ce qu'on est en train de se dire, mais c'est un carton rouge qui dit, on peut en avoir plusieurs d'ailleurs, qui dit plutôt je comprends plus pourquoi nous parlons de ça, ou j'ai l'impression qu'on tourne en rond, ou je vois pas ce que ça apporte de parler de ça maintenant en fait. Finalement, c'est peut-être l'héritage le plus fidèle au forum ouvert, ça c'est faire confiance au groupe lui-même pour réguler lui-même la qualité des échanges et de la conversation. Et c'est une façon de vérifier en permanence que l'échange là, il sert bien notre objectif collectif. Sans ce carton rouge, la plupart du temps, on le voit, hein, le moment où la, la réunion, elle peut dériver, les gens peuvent le constater, mais personne n'ose vraiment les nommer, ou quand c'est nommé de manière avec le petit doigt en l'air comme ça, et ça produit plutôt de la crainte que de l'envie de réajuster les choses. Très facile en visio aussi, hein, un emoji dans le chat, lever la main, ouais, des trucs qui sont transposables. Troisième proposition, les conversations interdites. Alors en fait, celle-là, c'est une façon de rendre explicite les règles implicites qui sont piégeuses. C'est en fait de poser la question, de quoi risquons-nous de parler pendant 1 heure aujourd'hui sans produire quoi que ce soit? C'est une invitation pour que le groupe y liste lui-même les pièges habituels propres à ce collectif. Alors là, les gens, ils vont assez spontanément dire les sabotages dont on a parlé avant, hein, refaire l'historique, chercher un responsable, débattre sans décider, s'enfermer dans les détails, revenir sur un truc qui a déjà été tranché avant. Et la grande idée en le faisant comme ça, c'est qu'on associe le collectif au diagnostic sur qu'est-ce qui rend ce qui rend nos réunions inutiles. Et implicitement, on les associe aussi au remède. On crée une forme de vigilance collective et on rend les participants capables d'identifier les mécanismes qui collectivement perdent du temps. C'est une forme de méta-réflexion sur le fonctionnement du groupe. Et on peut imaginer un petit lien avec le carton rouge, c'est qu'il y a les conversations interdites et du coup, ça rend plus facile dans la réunion le petit carton rouge. Bah là, en fait, je vois qu'on est en train de partir sur ce qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on évite. Les deux peuvent être reliés.
Quatrième expérimentation possible, le marché des problèmes. Alors, le marché des problèmes, il faut avoir la ref avec le forum ouvert. Sur le forum ouvert, il y a euh, la place du marché. Et la place du marché, c'est l'endroit qui est figuré dans la salle où les gens vont tous, avec des post-it, poser les problématiques qui, pour eux, leur semblent essentielles à travailler collectivement. Donc, ça fait une espèce de bureau des plaintes, hein, un mur des lamentations, j'ai envie de dire. Euh, Ça, c'est en forum ouvert. Et on pourrait avoir le marché des problèmes, c'est-à-dire, au lieu de demander quels sont les points à traiter, c'est de demander quel est le problème tu es prêt à soulever aujourd'hui, à amener aujourd'hui, que chacun amène un truc problématique, mais qu'il est prêt à prendre en charge. Attention, la prendre en charge, c'est pas une exigence de performance et de solution. Si on suit la petite grille de lecture de Olivier Hamon, on tomberait dans quelque chose qui n'est pas très utile. C'est plutôt le sujet. Proposer aux gens de ne pas se contenter de le déposer, mais quand je l'amène, j'ai une responsabilité, c'est-à-dire que je dois le clarifier, je dois l'expliquer, je dois être à l'initiative d'un mouvement pour améliorer. Ça ne veut pas dire solutionner complètement. On serait dans un rapport qui serait à Efficacité. l'efficacité, à la performance, mais comment je peux participer à minima à une tentative de résolution, et là je m'inscris dans la robustesse, et voilà, comment je participe un petit bout à sa résolution. Et en fait, ça permet de traiter avec tact d'autres ingrédients qui sont un peu toxiques dans les réunions, c'est-à-dire les logiques de plainte. Je me plains, mais je ne m'engage pas. Les critiques qui sont faites sans proposition. Les sujets qui sont décoratifs à l'ordre du jour. On les met, mais en fait, c'est un peu vide de sens. Et les problèmes qui sont évoqués, mais sans implication de la part des gens. Ça permet d'intervenir sur voilà, tout le côté plainte, plainte un peu passive des gens. De continuer d'intervenir là-dessus parce que les conversations et le carton rouge, ça aide aussi. Le compteur des surprises. Alors celui-là, j'aime bien. Euh, les gens, ils pourraient noter sur un petit post-it, un petit papier. Ça peut être donné en restitution à la fin ou au fur et à mesure. À chaque fois qu'un participant entend quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé, ou alors qu'il apprend ou qu'il découvre, il fait une petite marque, il note au tableau. Et à la fin, on partage les surprises et on compte les surprises. En fait, ça replace l'apprentissage collectif au centre, avec une démarche qui est un peu volontairement provoquée. Si le compteur il explose, c'est qu'il y a un petit problème de circulation d'informations. Et si le compteur il est vide, c'est qu'on peut se demander si on a traité vraiment des sujets qui sont importants aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive, qu'il explose ou qu'il soit vide ou qu'il soit au bon équilibre, ce compteur des surprises, bah, tout ça, en fait, c'est des indicateurs précieux d'utilité de la réunion. Et ça permet de remettre au centre cette grande question anthropologique, hein. C'est avons-nous appris des choses utiles pour notre collectif aujourd'hui, voire même nous sommes-nous apporté quelque chose d'utile entre nous aujourd'hui. Hop. Et la dernière, c'est ce qui me travaille. 5 petites minutes sur la fin, plutôt, avec un mot sur quelle est la question la question à poser, ça pourrait être quelle est la question que vous n'avez pas encore posée, que vous n'avez pas encore osé poser. À côté de quoi on passe peut-être, d'après moi, en fait. Ça nécessite pas un débat immédiat, on n'ouvre pas le sujet tout de suite, c'est une simple collecte en fait pour faire surgir d'autres enjeux, des vrais enjeux des fois, des non-dits, des peurs, des sujets sensibles, des contradictions qui auraient émergé dans le moment. En fait, tout ce qui crée le vivant et qui risque de passer à la trappe si c'est pas objectivé. Et l'idée, c'est plutôt de en garder une trace pardon, de ces écrits. Ça permet d'éviter les tabous et peut-être d'en remettre certains, pas au goût du jour, mais à l'ordre du jour un peu plus tard. Et derrière ce truc de quelle est la question que je n'ai pas encore posée, il y a un truc qui est en lien avec le forum ouvert. Parce que le forum ouvert, ils disent que, en fait, les bonnes questions, elles valent souvent beaucoup plus que les bonnes réponses. Et ben voilà. Je trouve que ça-
Et c'est important de passer par l'écrit aussi pour ça, pour que ça reste et que ça oblige les gens à se synthétiser. On peut même mettre un petit chrono pour booster un peu la créativité. Et puis, s'il y en a une petite dernière, c'est la clôture par contribution. C'est-à-dire qu'au lieu de poser le traditionnel Il n'y a des pas de questions? questions, voire même pas de questions, Comme une invitation à surtout pas en poser. carrément, la question suivante pourrait être posée, bah, quelle est la contribution que je vais apporter à notre collectif avant la prochaine rencontre? Même petite, même minimale. On valorise les tentatives, les envies et les élans, et pas la productivité et l'efficacité à tout craint. Toutes ces pratiques, en lien avec les approches qu'on a amenées avant, ça permet au groupe de devenir progressivement co-responsable en fait de la qualité de sa propre conversation, de ses échanges et de ce qu'il produit. Là où dans une réunion plus traditionnelle, les participants attendent souvent que ça vienne de l'animateur, que ça lui donne du sens, qu'il est de réguler, de décider, de distribuer la parole, qu'il maintienne l'énergie. Là, le groupe se réattribue ses leviers importants. Voilà. On a une dernière petite question qui serait si vous voulez partager des bonnes pratiques que vous avez dans vos organisations, dans vos réunions. C'est le moment. Elles pourront être relues en replay si on n'a pas le temps de les décortiquer là. Pendant que vous le faites, une petite lecture. Je ne sais pas si tu as le temps de tout lire. Oui, Si. Alors, ça nous vient d'un... ça nous vient d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Laloux et qui était associé au cabinet Kinsley, pour ceux qui connaissent, et qui aujourd'hui accompagne. Oui, il en est parti. Oui, il en est parti. À un moment donné, il en a eu assez. Et il accompagne les entreprises à Ouais. devenir des entreprises un peu autogérées, Ouais. entreprises libérées. Libéré, qui libère un peu les énergies, qui s'autorégule, quoi, en tout cas, Ouais, et je voudrais vous lire un petit morceau d'un chapitre sur les réunions. sur les réunions. Les réunions peuvent faire ressortir ce que la nature humaine a de meilleur comme ce qu'elle a de pire. Les réunions professionnelles se transforment trop souvent en terrain d'affrontement des égos qui poussent l'âme à se mettre à couvert. Personne n'aime avoir tort, ni voir son point de vue écarté en réunion. Pour assurer leur sécurité, les uns cherchent à dominer le débat et les autres préfèrent battre tout de suite en retraite. Presque toutes les entreprises étudiées dans mon livre, c'est lui qui parle, hein, Lalou, ont mis en place des techniques de réunion qui aident les participants à maîtriser leur ego et à interagir à partir d'une part plus profonde d'eux-mêmes. Certaines sont très simples et d'autres plus complexes. Chez Sounds True, les réunions commencent par une minute de silence, afin d'aider chacun à s'enraciner dans l'instant. Plusieurs sociétés commencent et finissent la réunion par un tour de table au démarrage. Les participants sont invités à dire aux autres comment ils se sentent dans l'instant, au moment d'entrer en réunion. Cet exercice conduit les participants à s'intérioriser, à se reconnecter à leur corps et à leurs sensations, et enfin à faire grandir leur capacité d'attention à l'instant. Mettre un nom sur une émotion suffit souvent à la faire retomber, à ne pas l'amener avec soi dans la réunion. Cela permet aussi aux participants de savoir où en sont les autres. On retrouve la notion de faire Mm. lien ensemble. Quand nécessaire, cela contribue à dégager l'atmosphère. Ainsi, un participant pourrait dire dis donc, Peter, je me sens un peu tendu parce que je ne comprends toujours pas ta réaction à mon courriel. Je pense qu'il faut qu'on en parle après la réunion. Fin des guillemets. À la fin, le tour de table permet de faire part des émotions qui n'ont pas été verbalisées, la gratitude, l'enthousiasme, l'ambition, la frustration ou les autres préoccupations qui ont pu surgir. Cette méthode encourage une culture du retour direct et de la vérité sur la qualité des échanges au sein de l'équipe. Dans une autre entreprise, Favi, pendant des années, on a fait débuter les réunions en demandant à chacun de raconter les circonstances qui l'avaient amené à remercier ou à congratuler quelqu'un récemment. Ce rituel avait en effet un effet très positif sur la réunion. Elle installait un état d'esprit d'ouverture, de célébration et de confiance dans la bonté et les talents d'autrui. Mettre l'accent sur les autres et sur leur succès peut aussi aider à déplacer leur attention des objectifs égocentriques avec lesquels ils étaient peut-être entrés en réunion.
Bien sûr, ce genre de rituel, dit la Lalou, peut perdre un peu de fraîcheur. Si ça perd de la fraîcheur et du sens, alors on Mm. arrête et on le remplace par autre chose. Je voudrais vous parler enfin d'une dernière expérience qu'il a relevée chez une entreprise qui s'appelle Heiligenfeld, qui ajoute à ses réunions un petit rituel qui commence par une question. Qui va sonner la cloche aujourd'hui? La cloche. La cloche, en fait, c'est une paire de tingsha. Ce sont des petites symboles, de petites cymbales à main qui produisent un joli son cristallin. Chaque fois que la personne s'est portée volontaire pour sonner la cloche a l'impression que les règles du jeu ne sont pas respectées ou que la réunion est monopolisée par les égaux, ou alors s'éloigne de son objet, il fait tinter les cymbales. Chacun doit se taire et la règle est qu'il faut laisser le son des cymbales mourir complètement avant d'avoir le droit de reprendre la parole. Pendant le temps de silence, les participants doivent se demander: est-ce que je me suis mis au service du sujet de la réunion et de l'entreprise? En réfléchissant à cette pratique, je me suis rendu compte que dans nombre des réunions de direction auxquelles j'ai été convié, dans des groupes conventionnels, tout le monde parle d'un point de vue égocentrique. S'ils avaient eu recours à ce procédé, on n'aurait entendu que le son des tingsha pendant toute la réunion. Ok, merci. Il y a Sylvain qui a mis Pour certaines réunions, on fait un tour d'équipe pour savoir si quelqu'un a besoin d'aide ou si quelqu'un a de l'aide à proposer. proposé. Ouais, Mm. Super. pour inviter à la coopération. Que Ok, Sylvain qui a des bonnes idées. ouais, c'est ça. Quelques prestations utiles qu'on peut vous proposer si vous voulez améliorer la qualité de vos réunions. Alors, on a une formation, évidemment, animer des réunions dynamiques. Juste au passage, animer étymologiquement, ça veut dire mettre de l'âme. Voilà, c'est pas juste organiser un ordre du jour et timer les échanges. Le coaching individuel pour l'animateur et puis le coaching d'équipe en réunion. On peut vous fournir une petite observation anthropologique, entre guillemets, hein, in situ. On vous observe, on fait un diagnostic et on fait des préconisations. Et nous ont à proposer définition des rôles, Ouais, animateur, rédacteur, cadenceur. cadenceur. Ouais. Il y Cadenceur. a aussi un rôle, c'est celui qui est reformulateur. On Mm. peut le dire autrement, mais c'est régulièrement qui dit, OK, là on vient de se dire ça, toi t'as dit ça, tu trouves que, qui fait une petite synthèse de ce qui a été dit à l'endroit du factuel, mais aussi à l'endroit des opinions, des sentiments, de tout ce qui fait le vivant entre les gens. Le pouce Pose décision. décision, ouais, Mm. celui aussi qui rappelle qu'il faut arriver à un objectif plus ou moins tranché, mais ok. Si vous voulez ouvrir le micro pour certains et, voilà, réagir, Échanger, ça peut. agir, on a encore Trois 3-4 minutes. minutes. Et puis, Et si ce n'est pas le cas, si vous voulez retourner à vos vos réunions. réunions, on vous laisse tranquille. Bon, en tout cas, Merci merci de beaucoup. tout ça, hein. Merci de votre présence, Ouais, de votre écoute studieuse. de votre participation. Personne n'a utilisé ses deux pieds pour partir, c'est plutôt Non, ouais, c'est vrai. Ouais. bon signe. Non, c'est vrai, il y a eu des déconnexions. Non, Non. pas de déconnexion. Trop bien. Top. Eh ben, merci à vous tous. Merci à tous. Allez, Très bonne journée. à une prochaine.